crazy, man. Are you a vengeful one? Bonjour à tous, c'est Simon, je suis avec Geoffrey et on est là réunis tous les deux pour vous parler d'un des films les plus attendus de tous les temps. C'est évidemment Venom 2. Alors déjà on va peut-être rappeler un truc tout bête, nous on n'avait pas particulièrement apprécié le premier, voire pas du tout apprécié le premier, néanmoins de certains faits, notamment la présence d'Andy Serkis à la réalisation, le fait que le premier avait été un grand succès international, on se disait qu'il y avait plein de raisons d'être à minima curieux de à quelle sauce nous allions être mangés. Eh bien tout simplement je nous propose de commencer en essayant de dire en quelques mots nos impressions. C'est quoi pour toi Venom 2 ? J'ai pas envie d'être méchant dès le début de la vidéo, parce que je suis toujours méchant. Je vais dire que ça me fait relativiser Elektra et que c'est un peu comme si Catwoman rencontrait le fils du masque. Mais c'est moins drôle et captivant que Catwoman. Et toi, qu'en as-tu pensé, Simon ? Eh bien, j'en ai pensé tant de choses. C'est un petit peu comme si Flubber rencontrait Prometheus, mais je dirais les mauvais côtés de Flubber avec les mauvais côtés de Prometheus, parce que c'est deux films pour lesquels j'ai une relative affection. Flubber, parce que je l'ai vu enfant, et Prometheus, parce qu'en dépit de ses errances scénaristiques, je trouve qu'il y a des idées brillantes. Bah, si vous enlevez tout ce vernis-là, et que vous prenez vraiment les remugles, bah, ça reste effectivement un truc numérique baveux comme le cancer qui se répand. Alors pour attaquer ce morceau de métastase, par où commencer, je propose Tom Hardy, puisque c'est quand même un peu l'alpha et l'oméga de cette daube. Faut préciser que donc le monsieur, c'est l'acteur, c'est le producteur, il a aussi coécrit l'histoire. Il n'a pas signé scénario, il a coécrit cette histoire. Ça montre... Alors, je pense qu'on peut pas se dire qu'il est on peut pas se dire qu'il n'est pas responsable. Oui. C'est pas le studio qui l'a obligé. Il a quand même mis la main à la pâte pour écrire ce scénario, cette histoire. Et parlons déjà de son interprétation qui est quand même... c'est assez douloureux, on est d'accord. Moi, les premières minutes où il a commencé à aller dans les chiottes, à parler avec son étron dorsal, là, moi, j'ai cru que j'allais déjà partir, tu vois, c'est pas possible. Mais c'est ça, le truc qui est assez dingo, c'est qu'il y a un encéphalogramme plat continu. Par exemple, dans le premier, encore une fois, que je trouve très douloureux, néanmoins, il y avait des scènes bizarroïdes, des scènes de malaise. Il y a la fameuse image de lui... Les homards. Voilà, mangeant des homards dans un aquarium au milieu d'un restaurant de luxe. C'est pas une bonne scène, c'est pas une scène réussie, mais comme elle est absurde et qu'elle a pas grand sens, il y a du bizarre, c'est étrange. Et bah au moins, il se passe quelque chose quand on la Oui, puis il regarde. pouvait s'accrocher au fait qu'il découvrait le Venom, donc il passait de loser normal à loser anormal, et au moins il y avait un peu une évolution. Là, du début à la fin, il est juste B, on dirait un SDF musclé, et il est copain, pas copain avec Venom, et son arc, c'est juste de rester copain. C'est tout ce qui lui arrive, quoi. Et c'est ça, moi je ne comprends absolument pas quelle est la personnalité de ce personnage. C'est un type qui grogne, qui râle un peu, qui fait la gueule dans son coin. Qui a l'air sous médicament, on dirait vraiment qu'il a un problème médical, parce qu'il est toujours en train de trembler, à moitié en sueur. Alors j'ai bien compris que c'est l'idée, mais ça peut pas être la seule note d'un personnage pendant 1h30, c'est pas possible. Enfin si, c'est possible, ça s'appelle Venom 2, mais ça devrait pas être possible. Et c'est ça, et là il y a une espèce de double problème d'écriture et d'interprétation. Donc à la base, en tout cas dans les films, c'est censé être un journaliste d'investigation, qui a même eu une émission de télé présentée et produite par lui-même. Donc le type il s'est un peu enquêté. Et bah au bout de 3 minutes de film, la première fois qu'il fait mention d'investigation, c'est même pas lui, alors que ça devrait être son apport. Venom devrait être les muscles et lui la tête. Ouais. Et bah c'est Venom qui lui dit genre « regarde sur le mur des indices !» Et là c'est un cauchemar d'écriture, d'enjeu, de montage. Mais c'est ça, ouais. C'est comme tu dis, le mec en fait c'est une coquille vide et il a aucun apport, et en fait Venom est le héros du film, mais dans le sens où il peut tout faire. Il peut à la fois taper, bouffer, il résout les enquêtes à la place du héros qui du coup est complètement stupide, et en plus il a aucune motivation. C'est son espèce de malingénie sur l'épaule de Venom qui lui dit va choper telle meuf, essaie de la redraguer, va sortir et tout. Donc en fait on a juste Tom Hardy qui déambule, qui a l'air désespéré mais un peu imbécile heureux du début à la fin, et qui fait que ça, en boucle, en boucle. Et oui, et puis on a quand même d'un côté Tom Hardy, et ça aussi c'est encore une fois des problèmes d'enjeu et de conflit de personnages, qui arrêtent pas de dire genre Venom, oh tu devrais être gentil quand même, on peut pas faire le mal, et Venom qui arrête pas de dire moi ce que je voudrais c'est qu'on aille attaquer les méchants et manger du chocolat. Tu fais non les gars vous êtes quand même un peu d'accord. Donc en fait toute la tension entre eux, parce que ça voudrait être un buddy movie avec eux, bah, elle est totalement artificielle. Tu te dis ok, le débat c'est juste sur la quantité de cerveau à manger et pas sur le fait combien de poules nous sacrifier, est-ce que Sony et Cher vont y passer, quoi. C'est ça. C'est exactement les gens qui ont ça. vu le film se rendent compte qu'on parle, mais ouais, c'est assez terrible. Et en plus, pour un acteur normalement un acteur qui met la main à la pâte au scénario, ou en tout cas à l'histoire, donc l'embryon du scénario, on se dit qu'il y a un truc où justement, tu vois, Daniel Craig dans le dernier James Bond, qui n'est pas crédité, il me semble, mais en tout cas qui a clairement expliqué, le réalisateur aussi, qu'il avait donné son avis et apporté des idées. On sent, puisque le personnage, en bien ou en mal, il est vraiment au centre de l'équation et ça lui permet de jouer des choses. Dans Venom, Tom Hardy n'a rien à jouer. On a juste l'impression qu'il a embrassé la dimension débilisante du film et s'est dit, faisons-le du début à la fin, mais ne faisons pas comme s'il y avait autre chose.
Oui, et puis ce qui est frappant, c'est que s'il y a bien un acteur qui est physique, voire animal, pour utiliser un terme un peu bébête, un peu cliché, mais à qui en tout cas ça colle bien, c'est bien Hardy. C'est-à-dire que même dans des rôles, on va dire, où il n'y avait pas des notions de, je dirais, de composition ou d'extrême finesse, lui apportait une présence, apportait un charisme, Ouais. une présence physique qui était notable. Et là, si tu veux, il est en permanence engoncé dans un vieux cuir, dans un gros hoodie, en train de suer. Enfin, on a beau savoir, lui, qu'il est assez impressionnant physiquement. Moi, je le ressens jamais comme impressionnant physiquement dans le film. Ouais, Hein. non, non, non. Et donc voilà, il a pas de présence physique, et alors que ça aurait été un truc intéressant d'avoir d'un côté lui peut-être un peu monolithique, brut, à côté de Venom qui est par définition beaucoup plus mutant et lancé dans sa forme. Mais non, j'arrive même pas à voir ce que c'est Eddie Brock en fait. Non, et il y a même vers la fin notamment un plan et une scène et rien ne va. Cette incrustation dégueulasse de lui semi-Venom et lui avec sa tête et c'est un moment d'émotion entre énormes guillemets qui me donne envie de me trancher la gorge, mais même ça il sait pas le jouer et il joue pas et personne ne le joue, donc même dans les moments où on se dit il pourrait se passer un truc avec Michelle Williams, on va en parler après, il pourrait se passer un truc avec Woody Harrelson, il ne se passe rien. Et il y a quand même des mini-obligations, cases à cocher de oui, là c'est le moment amourette, c'est le moment pseudo-conflit et tout. Et on dirait que ça, tout le monde s'en bat les couilles à un degré où ça donne vraiment envie de brûler l'écran. J'avais dit que j'allais pas dire qu'on allait brûler un truc, mais j'ai quand même envie de brûler avec ce film. Alors peut-être qu'il faut que là tu te forces à dire quelque chose de gentil, parce qu'on n'est pas des gens si méchants finalement. Ok. Il y a sûrement des choses gentilles à Très dire bien, sur ce film. je vais me forcer. Il y a un seul truc dans le film où j'ai accepté de me dire qu'il y avait un embryon de potentielle bonne idée, qui m'a un peu rappelé d'ailleurs le Hulk de Ang Lee, pour savoir pourquoi. Enfin si je sais pourquoi, c'est quand Michelle Williams en She-Venom, mais pas en CGI, donc Michelle Williams avec Venom en elle, parle avec le héros, et elle le force à lui faire une confession, une excuse, qui marche aussi bien pour elle que pour Venom, parce que c'est un film intelligent avec un propos profond. Voilà, c'est le seul truc que je sauve dans cette merde. Eh ben oui, c'est très bien. Bah, peut-être qu'on peut s'intéresser à quelqu'un dont on attendait quelque chose, dirons-nous. C'est Andy Serkis, qui est donc le metteur en scène du film. Andy Serkis, qui originellement est un comédien, puis qui a été un comédien de mocap, c'est-à-dire c'est lui qui a fait notamment des personnages entre guillemets virtuels ou en 3D, tels que Gollum, tels que King Kong chez Peter Jackson, et beaucoup d'autres, qui a monté sa propre boîte de motion capture, parce que tout simplement il s'est spécialisé dans la chose, jusqu'à devenir lui-même metteur en scène, notamment du Mowgli, qui aurait dû être un film Warner, qui a été cédé à Netflix, film qui a été un espèce d'énorme four, parce qu'il s'est fait doubler par Disney, il a été extrêmement cher à produire. Évidemment, pour un réalisateur, c'est très problématique d'avoir réalisé un film techniquement coûteux, qui finalement est vendu à la sauvette, on va dire, à une plateforme SVOD. Il est passé complètement à la trappe, je me rappelle que peu de gens en parlaient, c'est ça surtout le drame, c'était même pas, il est pas aimé, c'est... Le film est sorti dans un relatif calme silence. Ouais. Et donc tout simplement, Andy Serkis donc, se retrouve à la réalisation, ce qui pouvait laisser un peu d'espoir, parce qu'un des problèmes du premier Venom, c'est que c'était techniquement indigent, les effets spéciaux étaient pas finis, c'était incrusté n'importe comment, enfin à voir, c'était beaucoup de douleur. On pouvait se dire qu'en tout cas, avec lui, son background technique, avec ses compétences tout simplement, quand bien même on lui donnerait un mauvais scénario, etc., il pouvait réussir à tirer quelque chose, il connaissait ces technologies-là, il connaissait les enjeux de tournage, parce que ce qu'on oublie souvent de dire, mais nous aussi, un journaliste, quand on dit oui, les effets spéciaux sont mal faits, ça provient non seulement des conditions dans lesquelles la post-prod travaille, mais surtout de comment est fait le tournage. Est-ce qu'on a su tourner de manière intelligente pour appréhender les défis de post-production? Oui, c'est ça, souvent désolidarisé, on tourne avec les acteurs et ils verront ça en post-prod avec les VFX, et lui au moins il sait que les deux sont intimement liés, et c'est ça qui a fait qu'il a livré des interprétations assez dingues. Donc on se disait que, comme tu dis, qu'il pouvait réussir à tirer un truc de Tom Hardy et de Venom, à en faire quelque chose de moins guignolesque et dégueulasse que dans le premier. Eh ben non, eh ben pas du tout, parce que ce qui est absolument incroyable, alors est-ce que ça se joue pour une question de non-investissement personnel, professionnel, est-ce que ça vient je sais pas d'où ça vient en réalité, mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas un plan qui soit particulièrement inventif, il n'y a pas un moment où je me dis ah c'est malin ça techniquement, il n'y a pas de mélange de technologie dont je me dis ah ouais bien joué, c'est drôle, enfin bref, je ne retrouve rien du savoir-faire bien réel de Serkis, et je vois pas quel est son apport en fait. Mais exactement, en fait, surprise, c'est un film de pur studio, et en fait il n'y a aucun apport de cinéaste, de metteur en scène. Alors là c'est tragique puisqu'il n'y en a même pas un dans l'interprétation, donc c'est vraiment, c'est le néant absolu ce machin, mais... il y a, à part, le seul truc où je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui a voulu s'amuser, c'est les espèces d'effets de flou de merde qu'on voit au début et dans 2 ou 3 moments où quelqu'un est triste, donc on le laisse disparaître dans le flou, dans la profondeur de champ. Voilà, c'est merci Andy. Mais à part ça, vraiment, il n'y a rien, et il ne s'amuse pas avec les textures. C'est les mêmes décors anonymes que dans le premier. Donc dès qu'il y a une ruelle, on a mis de l'eau par terre pour que ça reflète les vitrines des magasins. Tous les décors, la direction artistique est ultra banale, et il n'y a aucun moment où
on se retrouve avec quelque chose de différent du premier Venom, où il y avait souvent une espèce de marée de CGI illisible. C'est légèrement moins illisible à la fin, parce que le décor est un peu moins nul et nocturne que dans la fin du premier Venom, mais comme tu dis, il y a absolument 0 point de vue. Donc c'est tragique, puisqu'il en parle avec visiblement... Enfin, quand il en parle, il a l'air d'être passionné, hein, peut-être que tu l'es, mais c'est un vide total. Il y a vraiment... Je répète ce que tu as dit, parce que c'est assez tragique. Il n'y a aucune scène où on se dit qu'il y a un point de vue. L'intro laisse un peu espérer qu'on va s'amuser avec un décor un peu pseudo-burtonien, même pour ce que ça veut dire, ce mot inutile, mais... Et finalement, c'est juste un plan large. Ouais, c'est ça, et il n'y a aucun moment où il a l'air de s'amuser dans les scènes d'action, la manière dont les choses arrivent, c'est très mécanique, c'est pas... Il n'y a pas de souffle épique, il n'y a pas non plus un souffle en termes d'effets visuels, d'action, de vitesse, je sais pas, de brutalité, il n'y a rien, c'est vraiment très très neutre, quoi. C'est très pauvre, et puis tu vois, en voyant la bande-annonce donc, de ce nouveau volet, il y a un truc qui était un peu débile, mais où je me disais, tiens, pourquoi pas, peut-être qu'il peut investir ça, toujours de par sa maîtrise technique. C'était cette scène qui ouvrait la bande-annonce, où on voyait Venom faire le petit déjeuner à Eddie, et alors qui est totalement débile, qui est parfaitement hors sujet et hors contexte vu l'œuvre que ça adapte. Néanmoins, il y avait un côté un peu slapstick, un peu screwball comédie, qui pouvait être amusant. Tu vois, je me disais, tiens, en fait, parce que bien sûr, on a les bras numériques de Venom, enfin les tentacules absolument atroces, mais tu vois, t'as des objets en suspension, t'as un truc finalement assez ancien dans le cinéma, assez traditionnel. Je me dis, tiens, peut-être que Serkis va s'amuser comme ça à mélanger des techniques. Et non, non, même pas, c'est juste indigent. Et là où c'est terrible, c'est que ça pouvait être presque rigolo, presque divertissant dans la bande-annonce, mais comme dans le film en entier, cette séquence, elle est intercalée avec un long dialogue totalement dénué d'intérêt. T'as même plus ce tempo un peu comique de Venom qui a c'est insupportable. Et un truc qui aurait pu normalement marcher dans ce film-là, c'est Carnage lui-même, puisque c'est une version alternative de Venom. Enfin, je fais très simple, mais c'est un Venom plus, donc il a une autre couleur. Il a des tentacules, ils l'ont conçu comme une sorte de scorpion, ils le disent eux-mêmes. Donc ils auraient pu vraiment... Ils jouent un peu la carte en plus, en théorie, d'un truc plus effrayant, d'un vrai monstre quand il commence quand il s'évade et qu'il détruit la prison et tout. Et pour autant, il n'y a aucun moment où il semble particulièrement plus menaçant, il est tout aussi intangible, c'est un truc complètement abstrait, on comprend pas trop l'étendue de ses pouvoirs, il a l'air d'être effrayant, mais en même temps, il fout des tentacules dans tous les sens, et surtout, à aucun moment, je le trouve vraiment menaçant. Alors, la comparaison est évidemment facile, mais quand Octopus, dans Spider-Man 2, réalisé par Sam Raimi, il commence à naître, c'est évidemment filmé comme un film d'horreur, on se dit, voilà, c'est le genre de truc qui, avec Sam Raimi, est évident. Je dis pas qu'Andy Serkis aurait dû ou pu faire pareil, mais on sent qu'il y avait une réflexion sur, voilà comment iconiser l'ennemi. Voilà comment incarner, donner vie à ce Carnage qui est le titre du film et qui est un ennemi surpuissant et qui, à l'écran, sera juste un CGI dégueulasse d'une autre couleur. Donc il faut lui donner une âme, quelque chose. Et dans le film, ça marche jamais. Mais c'est ça. Et en plus, il y a un truc très bizarre. C'est-à-dire que bon, peut-être qu'on reviendra ou pas sur Woody Harrelson qui est en roue libre totale et qui a l'air désolé d'être là. Ouais. Mais le personnage de Woody Harrelson, bon bah quelque part, voilà, c'est Tahiti Bob dans Les Simpsons. Mais voilà, c'est le tueur en série fou, méchant, qui a j'adore tuer des gens. Mais pour débile que ce soit, c'est un personnage, voilà. Il apparaît caricatural, mais il est là. Et à côté de lui, tu te dis que Carnage, ça devrait être une espèce de version démesurée de lui, de ses appétits, de sa pulsion de mort. Ouais. Mais même pas, c'est juste un truc qui se balade à côté, qui fait on peut cacher des trucs. Il est parfaitement intangible. Ouais, moi ça m'a fait penser à Nemesis dans le remake de Resident Evil 3 où il se transforme en une espèce de gloubi-goulba dégueulasse, de chair putrescente avec des trucs qui battent de tous les côtés. Et c'est censé me faire peur, mais c'est ni gore dégueulasse, peu ragoûtant, parce qu'en fait c'est numérique et c'est moche, il n'y a aucune texture, il n'y a rien, et c'est pas non plus effrayant, il n'est pas rapide, particulièrement rapide, en fait c'est vraiment un méchant générique, et c'est quand même terrible pour un film qui s'appelle Carnage, quoi. Bah, oui, c'est ça, et puis ce méchant qui... alors moi je vais pas me positionner en expert des comics, parce que quand bien même j'ai lu du Venom et du Carnage quand j'étais môme, j'en ai pas relu depuis, donc je suis pas ni à la pointe ni très précis, c'est des vieux souvenirs. Néanmoins, quand tu lis Carnage, quand tu suis les aventures de Venom, enfin, ils sont surpuissants, ils sont impressionnants. Là, je veux dire, le plus gros de Carnage, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit des voitures et des hélicoptères, quoi. Ouais. Acheter un bazooka à Woody Harrelson et ce sera pareil. C'est vrai que tu vois que le manque d'ambition, de fun ou d'imagination, mais à chaque fois qu'il se retrouve à se battre, moi que j'ai réfléchi, c'est toujours dans un décor, il reste dans le décor et il se poursuit pas à travers la ville, il ravage pas un quartier. Alors, il n'y a pas de destruction porn, c'est sûr, mais on reste vraiment dans un petit décor de studio dégueulasse avec une extension fond vert au plafond. Et finalement, on se dit pourquoi ils restent ensemble et pourquoi il n'y a pas un truc un peu de carnage, quoi, où ils pourraient se poursuivre, ils essaieraient de fuir.
Ouais, donc c'est tristement pauvre. Mais heureusement que l'humour est là, Simon, ou heureusement que l'humour est là? Mais qu'est-ce que... Hein, ça fait du bien, l'humour. C'est surtout dans ce film-là. Alors c'est assez terrible parce que là, c'est pas comme on va dire, dans les Marvel produits par Disney, où l'humour est souvent là pour ponctuer ou dédramatiser, mais on va dire, et pas continu. Voilà, perle et ponctue le récit. Là, ça se voudrait un espèce de buddy movie, donc comédie avec deux personnages opposés, mais qui finalement s'adorent et vont triompher ensemble. Et donc, c'est en permanence une espèce de comédie quasi familiale, mais dont l'humour est absolument en avant. La première base de l'humour, c'est le tempo comique. Que vous aimiez des blagues très fines, que vous aimiez un truc très pipi caca, ce qui fait qu'à un moment ça marche, c'est encore une fois le rythme, la manière dont ça va avoir de vous surprendre, d'arriver à point nommé, ou au contraire de détourner vos attentes. C'est toujours d'abord le tempo. Et là, il n'y en a aucun. Parce qu'on l'a dit, il n'y a pas d'intention de mise en scène, donc il ne se passe rien à l'intérieur du plan. Le montage est au diapason de tout ce qu'on a dit, c'est paresseux et terne. Non, il y a des scènes où elle s'étire trop, et surtout il y en a certaines, celle du petit-déj qui finit avec le ketchup, elle est trop cut. Donc en fait, l'effet, c'est ça qui est fou, comme tu dis, le tempo. Là, on aurait dû avoir Tom Hardy peut-être un peu plus longtemps pour voir sa mine déconfite, et un silence pour marquer le post-KO avec peut-être Venom qui réagit pas ou qui fait un oups ou je sais pas quoi, comme dans n'importe quel Disney de merde, puisque ça ressemble clairement à Disney de merde. Et là, ça cut, on passe à un truc qui n'a rien à voir, et on se dit, mais est-ce que quelqu'un au montage a réfléchi à ça pour qu'on profite de cette scène? Parce que ce n'est pas le cas. On ne sent pas du tout l'intention de faire rire. On dirait que c'est un espèce de train lancé à toute allure et qui s'arrête jamais tout le temps quelqu'un qui parle. Vraiment, la première demi-heure, j'ai envie de taper quelqu'un, ça ne s'arrêtait jamais de parler. Il y a toujours lui ou Venom ou Michelle Williams ou quelqu'un qui parle, qui explique un truc, qui marche, et ça ne s'arrête jamais. C'est hystérique dans le sens, le son ne stoppe jamais. Oui, et il ne stoppe jamais parce que ce qui n'est pas en soi une mauvaise idée, mais qui est juste extrêmement mal exécuté. Donc Venom est toujours, comme il est dans la tête d'Eddie, et il n'y a que Eddie qui l'entend, enfin en tout cas que son porteur qui l'entend, il est constamment en train de commenter tout ce que fait Eddie. Mais le truc, c'est que, et c'est toi qui me le disais tout à l'heure avant qu'on commence, on n'a pas toujours l'impression que ça a été écrit comme ça. Oui, parce que Tom Hardy a expliqué, enfin quelqu'un de l'équipe, qu'il avait ses dialogues enregistrés, il avait une oreillette et l'ingé son le jouait pour qu'il puisse jouer avec lui-même. Tant mieux, c'est une bonne idée, enfin en tout cas c'est un peu moins ridicule que ça pourrait l'être, mais régulièrement on a vraiment l'impression, en tout cas moi c'est une sensation encore une fois, que ça a été rajouté en post-prod pour avoir un effet constamment vraiment comme un môme qui est dans un coin et qui est avec le son et qui commence à dire « Non t'es nul, ah t'es moche !» comme ça. Et c'est vraiment ça, il y a des scènes où Venom est juste là pour ponctuer avec des choses qui sont pas drôles, qui sont lourdingues, qui sont juste là pour casser le truc qui est en train d'être raconté, et vraiment pour meubler le silence. Moi j'ai eu l'impression de très désagréable de ça, quoi. Mais très clairement, et puis mais tu vois, voilà, encore on reparle de l'humour et du dosage et du truc, il y a des moments où tu te dis, mais en fait vous n'aviez aucune idée de ce que vous alliez faire, je repense, alors ça n'est pas un spoil, c'est pas particulièrement important dans l'histoire, pour ne pas manger des humains, Venom tolère que Eddie lui fasse manger des poules. Et à un moment donc, hors champ évidemment, hein, pas faire de maltraitance animale, Venom va manger plein de poules. Et on a ensuite un plan où Venom se déplace dans la ville en sautant, en s'étirant un peu à la Spider-Man d'ailleurs, tout en rotant des plumes de poulet. Et en fait, le plan ne s'arrête à la fois ni sur le déplacement de Venom, qui serait peut-être, je sais pas, un truc spectaculaire ou iconique, ni sur ces plumes de poulet, et pourtant elles existent. Hein. Il y a peut-être 15 mecs qui ont bossé pendant 3 ans pour fabriquer ces plumes de poulet. Et tu te dis, on leur rend hommage maintenant. Voilà. On sera les seules personnes au monde à le faire. Ouais. C'est ça. Et tu te dis, mais donc ce plan ne sait pas s'il voudrait être juste informatif, on déplace le personnage, il va arriver là, un peu épique et poseur, ou drôle. Et il n'est rien de tout ça, il y a 3 intentions en même temps, et en plus c'est gris. Autre exemple de salopage de mise en scène, c'est quand il arrive dans la prison à un moment pour voir le futur carnage, et qu'il y a justement ce comique qui n'arrête pas de revenir en boucle il se parle à lui-même, et du coup il parle, les gens autour n'entendent pas Venom, nous on entend Venom, et donc quand il parle on dirait juste qu'il est fou. Et il a un gardien de prison à côté qui lui dit « Quoi ?» Donc il dit « Non, je dois juste être stressé. » Donc, bon, c'est pas drôle déjà, et surtout, Tom Hardy et Eddie Brock continuent à avancer, à parler, et le gardien ne réagit plus. Il y a un truc très bizarre ils ont pas joué la carte il semble fou, et après il arrive devant le gardien en disant « You suck !» et il dit « What ?» et c'est encore les mêmes gars qui rejouaient, et qui mènent un peu nulle part, et souvent ça tombe à un lot comme ça, mais on dirait que personne n'y a vraiment cru, et c'est même pas un timing très classique qui aurait pu être paresseux, c'est vraiment, souvent on se dit mais ça ne marche pas, qu'est-ce qui a déconné? Ça c'est une très très vaste question. Moi l'autre truc d'humour qui m'a un peu fatigué dans le film, euphémisme, c'est qu'il joue beaucoup une sorte de relation de bromance crypto-gay entre eux deux. Vraiment, leur relation elle est jouée comme une comédie romantique. Au début, ils sont ensemble, ils se disputent, ils se séparent en disant « Non, j'ai pas besoin de toi, moi non plus ». Ils finissent par se remettre ensemble, et au lieu de mettre amour, il y a amitié qui est martelée.
Pourquoi pas? Pourquoi pas en théorie? Ça aurait pu être drôle, c'est un buddy movie. Tous les buddy movies, globalement, jouent sur une forme de bromance, même le très bon Nice Guys qu'on va recommander tous les deux. Et là, ce qui est pas drôle, c'est que non seulement ça tourne en rond sur très peu de comiques autour de ça, donc très vite ça arrive à sec, mais en plus ils vont même pas très loin là-dedans, donc c'est même pas très drôle. Ils ont jamais joué quelque chose de vraiment bizarre. Michelle Williams se dit une fois, je crois, quelque chose de cet ordre-là, mais même là, c'est hyper tiédasse. Il y a des moments, on dirait, après qu'il ait fait son showcase, on en reparlera, il tombe par terre dans un coin, sur le coin d'un mur, et dit quasiment le sous-texte de oh, Eddie, il me manque quand même. Fin de scène. Cut. C'est trop tôt ou trop tard, je sais pas, mais il y a un problème avec cette scène. Et globalement, cette mécanique de on doit être amis, qui est jusqu'à la fin explicitée dans des dialogues qui donnent envie de se pendre, je ne trouve même pas d'adjectif pour qualifier ça. Bah moi je te dirais, je trouve ça extrêmement opportuniste et un peu cynique. C'est-à-dire que oui, effectivement, jouer la bromance, quand même elle est ratée, pourquoi pas. Mais il y a aussi une vraie question sur le vocabulaire qui est employé dans ces dialogues-là. C'est-à-dire que c'est pas seulement crypto-gay. Faire dire à Venom dans une scène, genre, littéralement, hein, c'est pas moi qui fais une métaphore lointaine, c'est concrètement ce qu'il dit. Je suis sorti du placard d'Eddie. Ouais. Je veux dire, c'est un vocabulaire et un champ lexical qui relève, de l'homosexualité, du coming out, et c'est pas un lointain clin d'œil, c'est très direct. Oui, puis il est sur scène dans un endroit qui a l'air clairement plein de gens queer, donc c'est vraiment l'endroit où tu peux te dire un showcase, oui, je suis gay, je suis trans, oui, super, viens danser avec nous. Voilà. Et effectivement, j'avais complètement oublié que c'était explicité, quoi. Et je trouve que c'est d'une hypocrisie d'utiliser tous ces marqueurs-là pour n'en rien faire. Et c'est vraiment, c'est ou de la lâcheté, ou vraiment un cynisme qui est assez dégueulasse. Ce qui va parfaitement avec ce film. Tout à fait. Oh, quelle cohérence jusqu'au bout. C'est ça qu'on peut dire aussi de gentil. Le film est d'une grande cohérence. Et là-dessus, on peut pas le prendre en défaut. Moi, j'aime souvent à dire ça. C'est important de rester cohérent. Non, c'est vrai que l'harmonie du désastre, on a tendance à un peu l'oublier, mais c'est quand même une forme de qualité. Dans un des cercles de l'enfer, ça doit être là. C'est ça. Et on a souvent dit, mais voilà, oui, toi et moi, depuis le début de cette vidéo, on a l'impression que le film nous troll. Mais il y a vraiment des moments. Il y en a au moins 3 où tu te dis, mais waouh, vous êtes vraiment venu. On a payé pour vous voir et vous nous trollez. Je pense à un moment où Venom fait littéralement un doigt d'honneur à l'écran. Et ça a beau être adressé à un personnage, c'est vraiment à l'écran. Clairement, très clairement. Tu as à un moment donc Tom Hardy et Venom, je sais plus si c'est Venom qui le dit ou Tom Hardy, mais quand ils sont tous les deux, qui se regardent dans le miroir, il fait « On gâche notre talent !» Et tu fais genre, absolument. C'est effectivement, il y a un truc assez méta là-dedans. Je sais pas, métastase et méta, c'est pas très loin, donc on hésite, mais il y a quelque chose. C'est ça. Et les mecs terminent. Après, il y a encore la scène post-générique, mais dans la dernière scène, on va dire, du récit, en citant du Cervantes, mais vraiment pour dire genre. Avec des poules. Hein. Avec des poules devant une statue. Quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, globalement, dans ce film-là, on se demande si c'est une blague à laquelle tout le monde a consenti et a participé consciemment, intentionnellement, sans être vraiment séquestré, ou si tout le monde s'en bat les couilles à un point que c'est un crachat à notre gueule. Et ça joue sur cette ligne, entre les deux. On hésite beaucoup. Est-ce qu'il faut sortir de la salle ou poser une bombe? Mais j'ai beaucoup hésité. J'ai toujours pas décidé d'ailleurs. Mais c'est un de nos confrères, Aurélien Alain, qui a dit sur Twitter une phrase que je trouve admirable. Donc il faut le citer. Il a dit mais en fait Venom 2, c'est comme être capitaine de soirée dans une soirée où tout le monde est complètement avoiné et où tu ne comprends pas ce que les gens font. Et vraiment c'est ça un moment. Tu vas voir une première personne, tu fais mais non, ne fais pas ça. Mais toi non plus, arrête. Et tu vois par exemple, ce qui est quand même frappant. Bon le premier est loupé, ok. Le deuxième. Il n'y a pas un membre de l'équipe technique, il n'y a pas un comédien, il n'y a pas un chef de poste, notamment Richardson, le chef opérateur, est un grand chef opérateur. Et qui a tourné avec Scorsese, avec Tarantino, donc voilà, c'est pas un novice. Comme dans le premier, il y a Mathieu Libatique, donc pareil, ils ont quand même... Il doit y avoir sacrément de thunes pour attirer tous ces gens, alors que ces gens-là, ils ont des problèmes dans la tuyauterie de leur maison de vacances, c'est pas possible. Mais c'est ça, mais t'as l'impression qu'à un moment, Tom Hardy, il a appelé tous ses potes, il a fait « Eh les gars, on s'en bat les reins. Vu comme le premier a marché, mais venez, on est tranquille. Personne n'a rien à faire. Le texte, mais pourquoi tu vas prendre ton texte ?» Et vraiment, tu as vraiment l'impression que personne n'en a rien à battre. Il n'y a même pas, on va dire, tu vois, une seconde équipe qui ferait de bonnes scènes d'action, ou des super techniciens qui t'en feraient au moins un truc joli à regarder. Bah, que sais-je C'est vrai qu'on peut citer les acteurs et les actrices, puisqu'on a parlé de Woody Harrelson. Bon, bah, je sais pas quoi dire de lui, parce qu'il est nul, mais son rôle est nul. Donc, en fait, il peut rien en faire, et il cabotine même pas. En fait, le truc qui est tragique dans ce film-là, c'est que ce n'est pas un nanar, c'est pas un film qui est drôle, on le regarde pas en rigolant. C'est un rire qui nous fait mal parce que ce n'est pas drôle, c'est pas fun à suivre, c'est chiant, ça dure 90 minutes environ, ce qui est pas très long, mais ça semble plus long que le James Bond quasiment, qui dure pourtant 3 heures, parce que c'est chiant, c'est plat, c'est mou, et les acteurs ne s'amusent pas parce qu'ils n'ont pas de carburant pour s'amuser. Et Naomi Harris, elle a quasiment rien à faire, elle part juste en rigolant de chaque scène avec un rire pseudo-diabolique qui semble sorti des Simpsons. Michelle Williams, elle a l'air encore plus en détresse que dans le premier.
Elle a un rôle qui est encore plus nul que dans le premier. Comment est-ce possible? C'est quoi cette nouvelle limite dans la nullité qui a été franchie, tu vois? Mais tous les acteurs, et celui qui joue son mec, et qui est quand même un acteur un peu drôle, et dont j'ai oublié le prénom, désolé. Vip, quoi. De Vip, voilà. Il est humilié du début à la fin, et c'est même pas drôle, c'est même pas un sidekick. Donc vraiment, il y a une sorte de ravage total dont personne ne peut ressortir indemne. Mais c'est ça, et puis le film est à un niveau de je m'en foutisme qui fait des trucs qui sont complètement illégaux ou qu'on devrait plus avoir le droit de faire depuis longtemps, à savoir comment motiver mon héros à la fin. Bon, on va kidnapper la copine. Ça déjà c'est pas possible, et surtout tu parlais de Naomi Harris qui est une merveilleuse comédienne qu'on a découverte dans 28 jours plus tard, qu'on a vu après dans des Miami Vice, enfin dans plein de films et qui a rarement des rôles à sa hauteur. Bah, tout simplement qu'il est l'actuelle Moneypenny dans les James Bond. Et, qui a un rôle pas à sa hauteur, mais bon c'est un autre sujet. Et voilà, et là elle est diabolique, cruelle, destructrice, méchante pendant tout le film, et à un moment où elle fait « Je crois qu'on est allé trop loin ». On va trop loin là, mais meuf, c'est toi qui as fait ça. Et puis en fait, à un moment, il y a vraiment quelqu'un qu'elle tue, qu'elle attaque dans ce film, parce qu'en fait, à part juste se promener avec ses lentilles et faire comme ça, là... Enfin bref, passons à un sujet qui est le seul sujet qui va intéresser et justifier l'existence de ce film de merde, c'est la scène post-générique. Alors, on entre dans la zone avec spoiler, donc les gens qui n'auraient pas vu ce truc-là sur YouTube ou lu un article quelque part, vous pouvez partir, on vous dira plus tard quand revenir. Donc dans la scène post-générique, pour faire très brièvement, ça ouvre les portes du multivers et Venom et Eddie se retrouvent catapultés, embarqués dans le multivers, donc c'est-à-dire qu'ils sont littéralement invités à la fête du MCU. C'est pour ça que Spider-Man 3, qui s'appelle comment déjà ? No Way Home. No Way Home arrive en décembre et donc on peut se dire que a priori la queue de Venom passera dans les parages. Qu'est-ce qu'on en pense, Simon, de cette scène post-générique tant attendue ? Eh ben écoute, c'est amusant parce que d'habitude une note d'intention dans un film, ça vient plutôt au début. Là, elle arrive à la fin. C'est-à-dire que pendant la moitié de la scène post-générique, tu as un plan fixe sur une telenovelas brésilienne. Un troll ultime te dit mais à quel point je dois rire avec vous ou vous riez de moi? Je n'arrive pas à savoir, tu vois. C'est ça, et ils regardent tous les deux cette telenovelas en faisant « Ah, c'est nul, ouais, c'est nul !» Non mais c'est vrai que c'est vraiment nul, et puis genre « Les gars, je crois que vous essayez de me faire passer un message, dommage de l'avoir mis à la fin. » Et puis là, tout d'un coup, bon, en gros, il y a un dialogue entre les deux personnages sur « Oh, mais tu dois connaître des trucs cosmiques, bah, ça casserait ta tête, bah, bah, bah. » À ce moment-là, il y a une espèce de tremblement galactico-cosmique, et on découvre qu'ils viennent de passer dans le pan du multivers que nous connaissons dans le MCU actuel, parce que tout simplement, ils découvrent à la télé ce qui faisait la conclusion du deuxième Spider-Man, à savoir Peter Parker démasqué par Jameson à la télé, etc. Enfin, à la télé, oui, à la télé. Ouais. Et là, on a un truc, c'est là où on voit à quel point l'écriture de ces films est de la bouillie au dernier degré et n'a aucun sens. On a donc Venom qui a été quand même caractérisé depuis le film comme un gentil. Mais vraiment, comme un gentil. Lui, il le dit, moi je veux qu'on soit avec la copine dont on est amoureux, moi je veux qu'on tue les méchants, enfin voilà, donc je veux faire le bien, peut-être en faisant des blagues pourries, mais je veux faire le bien. Et bah là, il voit une image de Peter Parker à l'écran, il fait genre, oh ce type, et il passe sa langue sur l'écran et on se dit que, ah ok, en fait, il vient de se rappeler que c'est son ennemi. Alors je sais pas quel truc ils vont sortir dans la boîte à outils. Genre, est-ce qu'il, en fait, dans sa connaissance cosmique, il savait le multivers, c'est pour ça que la tête des dieux aurait pu exploser, donc il savait que Spider-Man existait, donc il savait qu'il le détestait, parce que, pourquoi pas. Mais donc voilà, ça nous tease ça. Alors évidemment, pour tous les fans de comics, c'est assez amusant de se dire que tout ce bordel va se recroiser, personne n'en doutait, vu le teasing très discret depuis des mois. Mais cette scène, en fait, le problème, c'est que peut-être dans un bon film, on se serait dit « why not ?» Mais le film est tellement nul qu'on se dit à la fin, en fait, il existe pour ça, mais il fallait juste faire un court-métrage sur YouTube, hein, parce que vraiment, c'est tout ce qui suffisait. Ouais, mais c'est tout à fait ça, je suis d'accord avec toi. Alors, même si sans doute, vu le succès du premier, ils avaient vraiment envie de faire repasser les gens à la caisse, mais t'as tout à fait raison, c'est-à-dire que narrativement, le film n'a aucune raison d'exister, vu que ces micro-enjeux sont clos à la fin du film. On pourrait dire, contrairement à ce qui s'est souvent fait, que ce soit dans les MCU ou en général, depuis 15 ans, dans le cinéma super-héroïque, à part ce truc-là, il n'ouvre sur rien, on va dire, dans son propre univers. L'intrigue de Carnage est réglée, enfin, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il se remet même pas avec sa copine, donc il n'y a rien de spécialement avancé. Plutôt évacué du récit. Oui, c'est ça, ouais, clairement. J'espère pour elle. Oui, clairement. Je pense que c'était à Harrison Ford, je reviens, mais... Je pense qu'elle a parlé avec Nathalie Portman qui lui a dit « Franchement, reviens pas avant qu'il te donne un vrai rôle. » Moi, ça m'a pris 10 ans. Donc... et donc, du coup, oui, la seule raison d'être du film, c'est cette séquence et c'est cette promesse faite aux spectateurs, mais qu'on n'a pas particulièrement envie de voir se réaliser quand on a subi 1h25 de Bah ouais, en plus, comment ils vont pouvoir concilier cet humour débile avec celui de Marvel qui, comme tu dis, est quand même ultra classique et scolaire, mais au moins, il y a une forme de tempo comique qui fait qu'il y a au moins une blague sur 4 par accident, tu peux sourire. Mais en plus, globalement, c'est plutôt inquiétant quand on suit toute l'avancée de ces univers super-héroïques, parce que ça veut dire que dans le prochain Spider-Man, a priori, ou Doctor Strange 2, il va y avoir une nouvelle couche
de fiction à rajouter dans des films qui ont l'air déjà blindés. Dans Spider-Man, il y a au moins le retour d'Octopus, peut-être les autres Spider-Man du passé, mais chut, faut pas le dire, on vous promet que non, mais on sait jamais. Dans Doctor Strange 2, il y a Wanda qui sera face à lui, il y a des nouveaux personnages qui vont arriver dans l'univers, donc s'il y a Venom qui passe, si c'est une sorte de caméo de luxe... en fait, ça donne vraiment l'impression de ce que tu m'as raconté sur l'époque un peu glorieuse, puis plus glorieuse des comics, où ils ont tellement fait d'univers partagés, tellement réunis qu'au bout d'un moment, c'est devenu illisible, c'est devenu bordélique, ça s'est écroulé sous son propre poids. Et quand on voit ça, on se dit, bon, on va pas alarmer parce que ça se trouve, tout le monde s'en foutra, il apparaîtra dans une scène, ce sera drôle. Mais c'est pas très rassurant de voir que tous ces trucs-là se croisent et qu'on se dit, en plus, c'est même pas des bons éléments qui ont l'air de se croiser, c'est plutôt on va faire muter des choses pour essayer de les élever, quoi, que ça devienne un peu plus excitant. Oui, non, je suis absolument d'accord avec toi. Et à la fin du film, si tu veux, ce qui est quand même terrible, je n'ai aucune curiosité pour ce qui peut bien advenir des personnages. Et tu vois, moi je note quand même deux trucs, mais qui, à ce niveau-là de non-écriture, me sidèrent. Dans les dernières minutes du film, on te dit deux choses. Et ça, c'est pareil, vous l'avez vu dans la bande-annonce, hein, je vous trahis rien. T'as quand même Eddie qui dit à Venom « Ok, maintenant tu pourras manger qui tu veux !» Et tu as les personnages qui regardent Eddie pour une autre raison. Ils font genre « Tu sais que maintenant tu seras un homme traqué. Oui, je sais, c'est terrible. » Et lui dit « Ok, est-ce que je vais le retrouver en prison? Est-ce que ça va être un fugitif ?» Tu retrouves le mec dans un resort à la plage avec Venom qui dit genre « Qu'est-ce qu'on passe des bonnes vacances ?» Tu fais « Ah oui, donc c'est ça ok. » Disney, quoi. Mais dans le pire des sens, quoi. Vraiment le téléphone de Disney, quoi. Alors, cette scène nous amène sur une réflexion plus globale sur ce carnage. J'ai même pas fait exprès, mais c'est dit. Oui, en plus, j'ai vu que ça ce jeu de mots de merde est sponsorisé par Venom 2. C'est que... comment ce film a pu arriver? Alors on n'est pas médium, mais on aime imaginer. Et comme on est vilain, on se demande en fait comment ce film a pu être possible et à quel point c'est du troll, à quel point ça veut dire quelque chose sur l'industrie, parce que c'est quand même fou. Moi, ça me donne vraiment l'impression que des gens se sont dit retirons tout ce qui n'est pas utile d'un point de vue dramaturgique et artistique d'un film, même d'un blockbuster qui est moyennement artistique. Réduisons au maximum avec que le purement informatif, allons très vite, faisons beaucoup de bruit, avec beaucoup de blagues, c'est pas drôle, c'est pas grave, ils auront déjà oublié, ils seront en train de digérer le popcorn, en 90 minutes c'est fini, c'est plié, on peut mettre un max de séances, ils ont même pas eu le temps d'aller pisser pour les 2 litres de coca qu'ils ont bu parce que le film est déjà fini, et on assemble un film comme ça. Et le succès du premier Venom a quasiment été profession de foi de ok, les gens aiment bien ce genre de film, ça a marché, c'est pas un Elektra, c'est pas un Catwoman, c'est pas un Green Lantern, il y a quand même eu... Ah mais nous on le voit tous les jours sur le site, dès qu'on parle de Venom, que ce soit pour en parler de manière neutre, impartiale et journalistique, ou pour rappeler que c'est un peu de la merde, on a des turbochés de commentaires de gens qui nous disent « Mais ça va pas, c'était très divertissant, oui, c'est ça. Moi j'ai déposé mon cerveau, je suis décédé, mais j'ai passé un bon moment. » Sur la note de « C'était sympa quand même », voilà. Et donc ça a été un peu le signal et la porte ouverte à toutes les fenêtres pour donner Venom 2. Moi, ça me donne l'impression qu'il a été conçu comme ça, avec tout le monde qui s'est dit, en fait, si on faisait par ce truc qu'il y a notamment chez Warner actuellement, de faire des films par des algorithmes et des IA pour créer peut-être Space Jam 2, que j'ai pas vu, mais visiblement, c'est comme ça que le film donne l'impression d'avoir été écrit. Ah oui, j'ai vraiment eu une intelligence artificielle. Mais Venom 2, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. C'est vraiment fou comme ça va vite et on dirait qu'il manque un acte au milieu. Les choses sont expédiées constamment et alors dit comme ça, on se dirait que ça ressemble à n'importe quel blockbuster, mais celui-là, c'est vraiment l'essence même de la nullité du blockbuster. Absolument, et je te dirais, moi je me pose une question, alors c'est pas un truc que j'affirmerais parce que j'en sais rien, mais je dis ça un peu au doigt mouillé dans l'air du temps, tu vois, si on le compare à Elektra, si on le compare à Catwoman, on peut pas dire que ce soit un film mieux fait, c'est pas vrai, c'est même plutôt moins fun, mais on va dire on est dans le même niveau globalement qualitatif, quoi, à peu près. Il y a peut-être moins d'outrance, c'est peut-être moins nanar, c'est peut-être moins rigolo, mais c'est des films à peu près de qualité comparable. Or, aussi bien Catwoman qu'Electra se sont fait éparpiller façon puzzle quand ils sont sortis, certes par la presse, mais par le public aussi. Ouais. Mais il y a quand même une grande différence, c'est que à l'époque d'Electra, à l'époque de Catwoman, même si ça a déjà été amorcé, le divertissement grand public américain n'a pas les mêmes exigences de narration, n'a pas les mêmes exigences d'écriture. Le public n'entretient pas le même rapport feuilletonnant avec eux. Et je pense que Venom bénéficie... Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur le côté industriel, tu vois, jambon découpé à la machine. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que, comme aujourd'hui le genre super-héroïque est dominant dans le blockbuster, qu'il est largement accepté, regardé et perçu donc avec bienveillance d'une grande partie du public, ça lisse aussi les ressentis. Celui-là, il va être moins bien, mais c'est pas grave, ça en est et je l'accepte comme ça. Et que dans un
avec un genre comme ça très dominant. Tu vois, je pense que c'était pareil à l'époque des westerns. Les gens adoraient les très grands westerns, mais du coup, un western plus mineur ou Oui. voire moins bon, ça passait aussi parce qu'on avait C'est envie vraiment d'aller voir des littéralement westerns. cet épisode de la série, il est moins bien, mais je continue la saison pour finir. C'est C'est vraiment exactement la même ça. réflexion. Et c'est vrai que t'as raison, parce qu'à l'origine, hein, je me souviens, quand Elektra et Catwoman sont sortis, c'était une autre époque, c'était celle de Batman Begins. Il y avait surtout les X-Men, Marvel, Iron Man n'existait pas encore, il me semble, c'était Oui. plutôt vers 2003, 2005 et tout. C'est ça. Donc effectivement, il y avait une autre manière de concevoir le super-héros qui était encore un événement. Aujourd'hui, c'est quasiment plus un événement. Tous les mois, il y a quelque chose, une série, un film et tout ça. Et Donc ben, c'est les gens vrai vont qu'il y a voir un du nivellement par le super-héros bas. et pas quoi. du film. Ouais. Et Et donc je c'est pense que la ça- ration. La prochaine, elle sera mieux. C'est comme cette frite était un peu froide au McDo, bon, la prochaine, elle sera peut-être mieux. C'est vraiment la même sensation de toute façon. Ce truc-là n'existe pas en tant que tel. Il existe dans un grand univers, dans un train, dans sa toute vitesse, dans un voyage, et c'est juste une étape. Là, on a gerbé, mais c'est pas grave, on n'est pas encore arrivé, on continue. De toute façon, le voyage n'est pas fini, on a payé notre ticket, donc de toute façon, on continue. C'est Donc ça. il existe, il tient debout uniquement parce qu'il y a un avant et un après, malheureusement. Oui, moi, C'est terrible ce que tu me dis. Ça me déprime encore c'est plus. c'est pas rigolo, non. Mais ouais, c'est particulier. Et peut-être qu'il faut dire aux gens un truc, je crois qu'on n'a jamais dit ou écrit, même sur écran large, c'est qu'on leur conseille vivement de ne pas se faire leur avis. C'est vrai que pour une fois, on va briser la règle parce que franchement, on a réfléchi, on s'est dit. On peut Vraiment. pas dire allez-y. Mais ouais, parce que vraiment, on se dit, ce n'est que notre avis, mais on n'a pas envie de conseiller dans le sens où tous les gens qui, en tout cas, pas conseiller aux gens qui n'aiment pas les films de super-héros, qui pensent qu'il y en a trop, que les Marvel, et qui sont d'accord avec Scorsese, en fait, qui pensent que les Marvel, c'est comme, c'est une industrie, du popcorn, merde, c'est quoi, une attraction, Il n'y a pas une attraction. un parc d'attractions, et qui pensent qu'il faut arrêter, qu'il faut stopper cette bête. Bah, Venom, pour nous, c'est vraiment le symptôme ultime de cette maladie qui est en train de tout ronger. Après, faites ce que vous voulez, mais nous, on pense qu'il faut pas y aller. Voilà. Venom est un peu le Eric Zemmour du cinéma. Non, c'est n'importe quoi. On a dit qu'un jour on la ferait, mais je pensais que ce serait plus réussi. Du coup, je vais Ouais. boucler la vidéo là-dessus parce que je pense que la police arrive. On espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que pour une fois, on était méchants, mais on le savait. Et du coup, Simon regarde trop sa blague. Comme d'habitude, malgré la méchanceté, il faut vous abonner à Écran Large parce qu'on est gentil. Il faut commenter la vidéo, la partager. N'essayez pas. N'hésitez pas. N'essayez pas. N'hésitez pas à nous soutenir parce qu'on en a besoin, clairement. Vous pouvez voir nos états, on a besoin de votre soutien. Et n'allez pas voir Venom, on assume. Allez, on assume. N'allez pas voir Venom. Salut, merci beaucoup. Stop!